Bon, ben, il est passé les 35, donc on va commencer là, cette deuxième partie de notre rencontre là, annuelle de mise à jour pour la liste régionale. Donc, je crois qu'on voit mon écran. Joe, tu pourras me confirmer qu'on voit le diaporama là, de mise à jour On, 2021. on voit bien l'écran. Cool, super. Bon, ben, comme on parlait tout à l'heure, là, si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à écrire questions dans le chat. Moi, à partir de ce moment-ci, là, je ne vous vois plus dans mon écran. Donc, c'est Joe qui va pouvoir m'interrompre au bon moment pour que vous posiez votre question. Donc, vous pourrez prendre la parole et la poser oralement. Aussi, la séance va être divisée en 3 parties. Donc, il va y avoir 3 blocs de théorie, là, si on veut. Et entre ces blocs-là, on va avoir un petit questionnaire là, sous la forme Kahoot, comme on a eu l'année passée. Donc, pour juste valider là, la bonne compréhension des notions qu'on venait de voir. Donc, on va vous donner comment accéder au Kahoot là, tout à l'heure. Et finalement, cette année, un commentaire qui est revenu beaucoup de la mise à jour de l'année passée, c'est que les vidéos n'étaient pas tant claires que ça quand on les diffuse, quand moi je repartage mon écran et que je les diffuse. Donc, vous avez le lien Dropbox qui a été envoyé dans le courriel. Donc, on va dire ça, c'est la vidéo 1. Donc, si pour vous, à votre écran, vous ne voyez pas bien là, la vidéo que je tente de diffuser, ben, vous pourrez aller chercher la vidéo en question sur le Dropbox et la visionner de votre côté. Comme ça, on va être tous capables de voir on va tous bien voir, bien comprendre là, ce dont on parle. Fait que je pense que j'ai fait le tour là, pour les instructions. Donc, on va commencer. Donc, c'est essentiellement là, un PowerPoint de lois, de mise à jour des lois, de rappel des lois. Donc voilà, je pense qu'on a eu une question de Oui, une Nicolas. question Nicolas aimerait avoir le lien Dropbox, si c'est possible, dans le chat de la rencontre. Attends, je vais aller le chercher. Je viens de le mettre, les gars. Ah, bon, mais merci pour l'aide. Cool. OK. Donc, voici ce qu'on va voir aujourd'hui. Super. Passons au premier truc. Donc, nouveauté que je vais passer rapidement quand même, c'est pour le soccer, le U9 cet été. Il y a un projet pilote là, qui s'appelle Leader du match, là, qui est une initiative là, de Soccer Québec, je crois, je ne me trompe pas. Et on va avoir essentiellement 4 nouvelles règles à appliquer tout au long de la saison pour les U9. C'est un refresh régional. Je ne pense pas que beaucoup de gens ici vont faire du U9, mais probablement que vous allez être appelés à aider les plus jeunes dans votre club là, pour beaucoup d'entre vous. Donc, ça sera important de connaître ces 4 nouvelles règles pour la saison. Donc, la première règle, c'est 4 fois 12 minutes. Au lieu d'avoir 2 périodes de 25 minutes, on a 4 périodes de 12 minutes. La rentrée de touche ne se fait plus à la main, elle se fait au pied. Le joueur, l'exécutant de la touche, pourra faire une passe à son coéquipier ou, je crois que c'est possible, là, faire une conduite de balle, c'est-à-dire qu'il pourrait juste partir avec le ballon comme sur une balle à terre. Donc, euh, peut-être pas le plus familier. Je sais qu'il y en a qui ont eu le plus d'infos que moi, mais je pense que c'est bien ça. Donc, si jamais c'est pas ça, interrompez-moi et corrigez-moi. Par la suite, il y aura une ligne de retrait. Des cônes seront placés de chaque côté du terrain à, je crois, 10 mètres. Là. Ce sont les coachs qui devront, ou du moins les organisateurs de la soirée de soccer U9 qui devront placer les cônes sur le terrain. Et ces cônes-là vont délimiter la zone où les adversaires devront se positionner pour l'exécution du coup de pied de but. Donc, on voyait souvent en soccer NF, le coup de pied de but, les joueurs ne sont pas en mesure de botter le ballon assez loin. Donc, faire une ligne de retrait va empêcher une meilleure construction et l'équipe en défensive va pouvoir avoir une meilleure chance de monter le ballon sur les coups de pied de but. Finalement, on a une interdiction de la volée sur les dégagements du gardien. Donc, le gardien, ce qu'il va pouvoir faire, c'est le lancer à la main ou déposer le ballon au sol et faire une passe à un coéquipier. Donc, ça sera interdit de botter le ballon en l'air. Si jamais un gardien fait ça, je crois que la perspective, là, c'est d'enseigner là, à ces catégories-là. Donc, on va mentionner on va redonner le ballon au gardien et lui mentionner qu'il doit faire une passe là, autrement. Là, je ne pense pas que l'application
d'un coup franc direct avec mur sur la ligne de surface de but, ce sera la meilleure chose à faire dans ces cas-là. Mais juste expliquer aux joueurs U9 là, de comment il doit procéder pour, en fait, au gardien de but U9, comment il doit procéder pour son dégagement. Donc, il ne pourra pas le faire à la volée. Donc, on va passer maintenant au concept, là, vraiment loi du jeu FIFA. Donc, ce premier sujet-là, c'est quelque chose qu'on avait déjà depuis l'année passée, qui était une modification là, de l'année dernière. Depuis l'année dernière, on peut maintenant décerner des cartons jaunes et des cartons rouges aux officiels d'équipe. Donc, on va revoir quelques trucs à ce sujet-là. Donc, c'est ça que je disais essentiellement. Donc, j'ai dit, on a la possibilité, mais en fait, on a le devoir. Donc, lorsqu'on va avertir un entraîneur, ben, on va lui montrer littéralement le carton jaune et le carton rouge dans les cas. Donc, on a deux vidéos, donc la vidéo 1 et la vidéo 2 pour ceux qui suivent avec le Dropbox. Donc, on y va. Donc, vous allez peut-être reconnaître l'arbitre. Donc, je pense que c'est assez clair pour la vidéo 1. Passons maintenant à la vidéo 2. Ça, c'est la vidéo 3, excusez. Dans nos deux vidéos, là, on a vu deux façons de faire essentiellement. Là, la première, Pierre-Luc, qui était une approche un peu plus calme. Deuxième, l'arbitre en question est allé avec une approche un petit peu plus autoritaire. Les deux sont bonnes, ça dépend de votre style d'arbitrage. Mais voici, là, vous avez vu deux exemples de procédures. Souvent, vous êtes tous des arbitres d'expérience, vous avez certainement déjà entendu les mots ask, tell, remove quand on parle de gestion d'un officiel d'équipe. Donc, on a le ask qui est Monsieur l'entraîneur, je vous demanderai de corriger tel ou tel comportement. Ensuite, on a le tell, donc on va formaliser verbalement Monsieur, je vous dicte d'arrêter ce comportement, autrement, je devrais vous exclure. Et finalement, on a le remove qui est l'étape finale d'exclure l'entraîneur. Ce ask, tell, remove, on ne veut pas que ça soit changé. Donc, c'est toujours une très bonne approche à utiliser lorsqu'on fait la gestion d'officiels d'équipe. Toutefois, la seule chose qu'on apporte maintenant, c'est qu'au tell, on peut le formaliser, on doit le formaliser avec un carton jaune et au remove, on doit le formaliser avec un carton rouge. Évidemment, comme vous le savez, ces étapes-là, on peut sauter des étapes. Un entraîneur qui va prendre sa bouteille d'eau et vous la lancer dessus, on va pas faire un ask, on va pas dire à l'entraîneur, s'il vous plaît, monsieur l'entraîneur, cessez de me lancer votre bouteille d'eau. Ça va être l'éjection, l'exclusion automatique avec le carton rouge. Donc, mais je pense que ça allait déjà bien. C'est juste que on veut vous conscientiser sur l'importance de formaliser les sanctions, surtout le carton jaune, parce que ce qu'on remarque dans les évaluations qu'on a lues l'année passée, peu d'arbitres ont utilisé le carton jaune à l'entraîneur, alors que clairement, il y avait des comportements répréhensibles observés. Donc, c'est juste pour vous rappeler, quand on fait un tell, on utilise le carton jaune. Effectivement, quand on avait à exclure un coach, le carton rouge était montré, c'était correct, mais on n'a pas eu assez de carton jaune de tell formalisé l'année dernière. Donc, quand on arbitre, c'est Pierre-Luc en parlait aussi là, dans ses instructions quand il se préparait pour un match, c'est important de connaître nos coéquipiers dans l'arbitrage, donc c'est-à-dire nos arbitres assistants. Avant le match, c'est important de discuter de c'est quoi les attentes qu'on a avec nos arbitres assistants. Donc, si vous allez faire un match où le centre est assigné par la région et que les arbitres assistants sont assignés par le club, bien, il est possible que votre arbitre assistant ait un petit peu moins d'expérience que vous.
Donc, ça sera important de connaître l'arbitre assistant, de lui poser des questions avant le match et de savoir est-ce qu'il y a certaines responsabilités que notre arbitre assistant peut prendre. Si c'est un arbitre assistant avec peu d'expérience, ben peut-être que je vais lui dire quand tu seras rendu à un ask, ben, je vais te demander de m'appeler, comme ça, moi, je vais pouvoir le faire si tu ne te sens pas assez à l'aise. Mais si on a un arbitre assistant qui a un petit peu plus d'expérience avec nous, ben, on va pouvoir dire à l'arbitre assistant, par exemple, quand tu feras le ask toi-même, puis mec, que tu sois rendu au tell ou au remove, ben, tu m'appelleras parce que là, seul l'arbitre est habilité à décerner des cartons. Donc voilà. Donc, c'est important de bien connaître ces lois de jeu pour bien savoir là, quel comportement doit-on traiter de quelle façon. Donc, maintenant, les lois nous indiquent certains comportements types et quelle devrait être la gestion de l'arbitre à l'égard de ces comportements-là. Donc, on va premièrement voir des infractions, là, des comportements où seul un rappel à l'ordre, donc un ask, serait nécessaire pour traiter ces comportements. Donc, pénétrer sur le terrain de manière respectueuse sans chercher la confrontation. Par exemple, on dit un coach qui veut donner des instructions à ses défenseurs, donc va prendre quelques pas à l'intérieur du terrain pour donner des instructions, mais évidemment, il ne peut pas pénétrer à l'intérieur du terrain, il doit rester à l'intérieur de sa surface technique et à l'extérieur du terrain, bien évidemment, mais une simple pénétration de même sur le terrain, un ask, un rappel à l'ordre sera suffisant. Ne pas coopérer avec les arbitres, par exemple en ignorant les instructions de l'arbitre assistant et du quatrième officiel, un ask va suffire. Exprimer un léger désaccord ou quitter quelquefois sa surface technique sans commettre d'autres infractions. Ce sont tous des comportements où on pourra dire au coach de corriger son comportement sans lui infliger de sanctions. Maintenant, voyons quelques cas, une liste non exhaustive, là, comme c'est inscrit dans les lois de jeu, de comportements qui doivent être sanctionnés d'un carton jaune. Donc, ne pas respecter avec persistance les limites de sa surface technique. Donc, toujours s'écarter un petit peu trop vers la ligne de but ou vers le centre du terrain de sa surface technique. Quand on répète cette instruction-là, un moment donné, on doit utiliser notre tell et utiliser le carton jaune pour que le coach corrige son comportement. Retarder la reprise de jeu que va effectuer son équipe. Donc, quand un entraîneur va saisir du ballon de manière à retarder la rentrée de touche que va faire son équipe devant son banc, là, on va infliger un carton jaune. C'est logique parce que si un joueur retarde la reprise de jeu de son équipe, lui aussi, il est passible d'un carton jaune. Donc, c'est conséquent avec une conséquence qui pourrait s'appliquer à un joueur. Pénétrer volontairement dans la surface technique adverse sans chercher la confrontation. Donc, on pourrait penser à un coach qui est tellement pris dans l'action, des coachs qui vont longer la ligne de touche et là, il se retrouve dans la surface technique de l'équipe adverse. Ce coach-là, il est peut-être surexcité là, du match, mais évidemment, il ne pourra pas pénétrer dans la surface technique de l'équipe adverse s'il ne cherche pas la confrontation. Là, on va simplement l'avertir avec un carton jaune. Robin, Oui. il y a une question de la part de Tristan. Oui, salut Robin. Donc, ma question c'est, est-ce qu'un joueur sur le banc va avoir les mêmes sanctions que l'entraîneur, par exemple, lancer une bouteille ou applaudir sarcastiquement, ça va revenir à un carton jaune comme qu'on donnerait à l'entraîneur? Ça, c'est pas un changement qu'on a. Là, le changement qu'on observe, c'est pour les entraîneurs. Donc, avant ce changement-là aux lois du jeu, est-ce qu'un remplaçant qui retarderait la reprise de jeu de son équipe, tu lui donnerais un carton jaune? Bien évidemment que oui. Donc, sans le changement, on peut se dire en 2018, par exemple, si un joueur s'était comporté de cette façon-là, oui, je l'aurais fait. Donc, tu traites les joueurs comme tu les aurais traités avant. C'est juste que maintenant, on a certains guidelines dans nos lois de jeu qui nous disent ces comportements-là, applicables aux officiels d'équipe seulement, tu vas pouvoir faire ça. Parfait, merci pour la précision. Super. Donc, le dernier qui restait sur cette slide-là, c'est manifester sa désapprobation en parole ou en acte.
Même chose que pour les joueurs. Donc, on a 2 types de comportements qui sont nommés tels quels dans les lois de jeu. Donc, jeter ou donner des coups de pied dans une bouteille d'eau à l'extérieur du terrain. Donc, un coach qui va botter une bouteille d'eau pour exprimer un désaccord là, à son banc, lui, on va lui donner un carton jaune parce que c'est une manifestation de la désapprobation qu'il a envers une décision de l'arbitre. Si vous jugez que c'est ça qu'il a essayé de faire. Sinon, faire des gestes qui manquent un respect, qui démontrent un manque de respect pour le corps arbitral, par exemple. Celui qu'on va voir souvent, c'est l'applaudissement sarcastique. Donc, bravo, monsieur l'arbitre, bravo. Ça, qu'on peut voir quand même, pas souvent, mais qui est pas rare de voir. C'est un type de comportement qui mérite un carton jaune. D'autres trucs, là, je vais les passer plus rapidement. Donc, demander avec persistance d'infliger des cartons à l'adversaire, effectuer des gestes et se comporter de manière provocatrice, adopter avec persistance un comportement répréhensible, donc des mises en garde répétées de la part soit du 4e officiel, soit de l'assistant, ou se comporter de manière irrespectueuse envers le jeu. Ça, c'est notre raison fourre-tout, donc n'importe quel comportement qu'un coach pourrait inventer, qui n'est clairement pas dans le respect du jeu, mais on peut utiliser cette raison-là nommée au loi de jeu pour lui infliger un carton jaune. En voici quelques-unes passibles de carton rouge. Donc, retarder les reprises de jeu que va effectuer son équipe. On a un exemple d'un coach qui, une rentrée de touche va être faite pour l'équipe adverse, mais le coach va se saisir du ballon de manière à retarder la reprise de jeu que va effectuer l'adversaire. Mais là, ça va devenir un carton rouge. Donc, tantôt, on a parlé si tu retardes la reprise de jeu de ton équipe, ça sera seulement un carton jaune. Mais si tu retardes la reprise de jeu de l'équipe adverse, à ce moment-là, ce sera un carton rouge. Ensuite de ça, on a quitté délibérément la surface technique pour signifier sa désapprobation auprès d'un arbitre ou agir de manière provocatrice ou offensante. D'autres trucs, pénétrer dans la surface technique adverse en cherchant la confrontation. Jeter ou botter délibérément un objet sur le terrain. Donc, tantôt, on parlait de botter une bouteille d'eau au banc pour manifester sa désapprobation. Ben ça va être un carton jaune, mais si jamais il jette un objet sur le terrain, donc il kick la bouteille d'eau sur le terrain, à ce moment-là, ça va être un comportement passif de carton rouge. Aussi, pénétrer sur le terrain pour chercher la confrontation avec n'importe qui, y compris un arbitre, ou entrer sur le terrain pour interférer avec le jeu ou interférer avec un adversaire ou l'arbitre. Ça aussi, un comportement passif de carton rouge. Donc, ça a l'air qu'il y en avait d'autres, j'ai oublié qu'il y en avait d'autres, mais se comporter de manière agressive, recevoir un second avertissement au cours du match, tenir des propos grossiers, injurieux, blessants, utiliser de manière illicite des équipements électroniques. Bon, ça, peut-être que ça n'arrivera pas, là, mais c'est nommé aux lois, et adopter un comportement violent. On a des listes ici d'infractions, de comportements, puis ce qu'on veut avec ça. Mais je pense que si on utilise juste notre logique, tout le monde aurait été capable de repérer un comportement et de l'associer là, instinctivement à la bonne chose. Donc, je pense pas qu'il y a de super surprises là-dedans. On faisait déjà ce traitement-là, si on veut, un peu indirectement dans notre gestion de l'entraîneur là, verbalement. Avant, on pouvait juste l'exclure, mais maintenant, on a des outils formels, le carton jaune et le carton rouge, pour exprimer le tell et le remove. Il faut juste les utiliser un petit peu davantage, surtout au niveau du carton jaune, qu'on n'a pas vu beaucoup l'année passée durant les matchs. Alors qu'il y a des situations qui se seraient vraiment prêtées à un carton jaune pour un entraîneur. Joe, est-ce qu'il y a des questions dans le chat pour cette première partie? Non, ça va. Super, ben on continue donc là, avec un petit rappel sur la loi 8, plus spécifiquement là, sur la balle à terre. Donc, pour ce qui est de la balle à terre, on se rappelle, l'année passée, la balle à terre a été changée pour... maintenant, c'est plus disputé entre 2 joueurs ou plus. C'est un seul joueur qui va pouvoir exécuter la balle à terre. Donc, la balle à terre est maintenant donnée à une équipe ou à une autre. La balle à terre va toujours avoir lieu à l'endroit où le ballon était quand l'interférence, c'est souvent ça là, qu'on va arrêter le jeu pour une balle à terre, a eu lieu. Donc, le ballon va toucher un chien en plein milieu du terrain, mais c'est à cet endroit-là que la balle à terre va être exécutée et elle va être donnée
aux joueurs de l'équipe qui avait touché au ballon en dernier. Par contre, l'exception à ça, c'est si la dernière touche de balle a eu lieu dans la surface de réparation ou si le ballon se trouve dans la surface de réparation au moment de l'interruption du jeu. Là, il faudra donner la balle à terre au gardien qui défend cette surface de réparation. Donc, on va voir un premier exemple avec la vidéo numéro 3. OK. On a premièrement dans cette vidéo-là un gardien qui semble blessé. L'arbitre interrompt le jeu pour un gardien qui est blessé. Comme le ballon se trouvait dans la surface de réparation au moment de l'interruption, vous avez vu à la fin que l'arbitre a simplement déposé la balle à terre au profit là, du gardien de but qui a pu s'en saisir par la suite. On au PowerPoint. OK. Dans tous les autres cas, là, bon, on vient de parler là, quand on donne le ballon au gardien de but. Dans tous les autres cas, on donne la balle à terre à un joueur de l'équipe qui a touché le ballon en dernier. Donc, on voit avec la vidéo 4 un autre exemple, mais pas pour un gardien. Donc ici, la vidéo intéressante, je pense que notre invité de ce matin est présent là, par hasard dans plusieurs de nos vidéos. Donc l'équipe là, qui à mes yeux a l'air turquoise, là, touche le ballon en dernier lorsque le joueur est blessé ici, que l'arbitre interrompt le jeu. Ensuite de ça, où le ballon était quand le jeu a été arrêté, c'est là que l'arbitre dépose la balle à terre. Et on voit ici que l'arbitre fait un signe au joueur adverse de rester à distance. Donc la distance à observer sur les balles à terre, c'est la distance de 4 mètres, qui n'était pas une distance qu'on avait ailleurs dans les lois du jeu avant ça. Donc 4 mètres, c'est là où les adversaires doivent se trouver, mais aussi les coéquipiers de l'exécutant de la balle à terre doivent se trouver. Donc tout le monde, sauf l'exécutant, doit se trouver à 4 mètres du ballon. Question, Joe, jusqu'à date? Non, monsieur. Cool. On poursuit donc avec le ballon en jeu et hors du jeu. Il y a quelques années, là, pour ceux qui faisaient les examens là, via Google Form, j'avais mis une question, là, vrai ou faux. Est-ce que seul quand le ballon quitte les limites du terrain, que c'est simplement un moment, il y a juste sur ces moments-là que le ballon devient hors du jeu. Ben, le ballon est hors du jeu quand l'arbitre siffle. Donc, un arbitre qui va siffler le ballon, même si le ballon est sur le terrain, le ballon va être à ce moment-là hors du jeu. Depuis l'année passée, il y a un autre moment où le ballon peut être hors du jeu. C'est lorsque le ballon touche l'arbitre, reste sur le terrain. Donc, c'est important de se rappeler, il faut que le ballon reste sur le terrain. C'est une des conditions pour que le ballon devienne hors du jeu. Et que une des 3 choses suivantes survient. C'est-à-dire, une équipe peut entamer une attaque prometteuse. Donc, peu importe l'équipe, si une équipe est en mesure d'entamer une attaque prometteuse suite à ce que l'arbitre ait touché le ballon, on va siffler l'arrêt du jeu. Aussi, si le ballon entre directement dans un but, on va siffler l'arrêt du jeu. Et aussi, on a un changement de possession. Donc, l'équipe rouge joue contre l'équipe bleue. L'équipe rouge est en possession du ballon. Le ballon touche l'arbitre et l'équipe bleue est en mesure de récupérer. Mais là, on va interrompre le jeu et remettre, dans tous les cas de figure que je viens de nommer, le ballon à l'équipe qui a touché le ballon en dernier. Souvent l'équipe qui en avait la possession. Donc, on regarde une petite vidéo de ça. Vidéo numéro 5.
Ok, deux petites choses sur cette vidéo-là. Premièrement, on voit qu'il y a une équipe qui est en possession du ballon. Ensuite, le ballon est botté sur l'arbitre et l'équipe des Blancs est en mesure de récupérer. Donc, l'arbitre siffle correctement l'arrêt du jeu pour remettre une balle à terre à l'équipe qui avait initialement le ballon. Seul truc, regardez où il va reprendre. En fait, l'interférence, vous voyez où est l'arbitre là, en ce moment. Il est quand même près de la surface de réparation. Par contre, l'arbitre, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre la balle à terre quasiment là, beaucoup plus collé sur le cercle central. Donc, normalement, l'arbitre aurait dû faire reprendre la balle à terre à l'endroit où il a eu l'interférence. Donc, petite note sur cette vidéo. Quelques petits points de changement cette année. Donc, on va en parler. Bon, il y a de l'animation à ce temps dans les slides, rendu ici. C'est bon. Essentiellement, avant, on parlait de 3 critères. Je ne vais pas en parler longtemps parce que ces critères-là sont plus à évaluer. Donc, on avait la position naturelle, la distance et le temps de réaction et finalement le contrôle du ballon avec le bras, le mouvement du bras. Ces critères-là, ils n'existent plus. Donc, maintenant, on va se demander, est-ce que au niveau de la position naturelle, ce qu'on appelait avant la position naturelle, on va dire, est-ce que la position des bras a élargi anormalement la silhouette du corps? Donc, on va parler aussi de si le bras est placé au-dessus du niveau de l'épaule, ben, c'est pas naturel, mais je ne veux pas utiliser cette expression-là, mais le joueur prend un risque s'il élève son bras au-dessus du niveau de son épaule. Donc, cette position-là du bras va agrandir anormalement la surface couverte par le corps. Après ça, quand on s'élargit de chaque côté de son tronc avec ses bras, bien effectivement, quand un joueur a les bras collés sur lui, on va dire que c'est pas agrandi anormalement. Mais c'est sûr que s'il se promène avec les bras décollés, là, on va pouvoir dire que ça agrandit anormalement. Mais là, est-ce qu'il y a, comme disait mon ami Laurence Olivier hier, là, dans la formation qu'on a donnée, est-ce qu'on n'a pas de rapporteur d'angle sur un terrain? Donc, on ne pourrait pas dire à partir de 15 degrés décollé de ton corps, mais là, ça va être agrandi anormalement. Donc, c'est au jugement de l'arbitre de savoir est-ce que la position de son bras a agrandi anormalement la surface du corps. Le temps de réaction, on l'avait avant, mais maintenant on parle de si un joueur essaie de jouer délibérément un ballon et se l'envoie sur le bras, peu importe la position de son bras. Donc, on imagine un joueur est pour botter un ballon, manque son coup et le ballon touche son bras qui est au-dessus du niveau de l'épaule. Ben, on ne voudra pas sanctionner cette faute-là d'une faute de main parce qu'il n'a pas eu le temps d'enlever son ballon. Puis en fait, son bras lui sert d'équilibre quand il va botter le ballon. Donc, on ne veut pas de faute à ces moments-là. Je pense que ça, c'est une image qui est super bonne. Donc, ici, on a un bras. Le bras gauche du joueur, là, celui qui est en bas, va servir de support au corps lors d'une glissade. Donc, c'est normal quand un joueur va faire une glissade d'avoir un bras qui est en support à sa chute. Donc, on n'est pas obligé de faire des tacs glissés et d'absorber le choc avec notre cage thoracique. On peut mettre son bras pour s'appuyer. Donc, si le ballon touche le bras qui est en support, effectivement, on ne voudra pas qu'une faute soit appelée là-dessus. Par contre, si le ballon touche le bras qui est au-dessus du niveau de l'épaule, ben, le joueur, en se plaçant comme ça, prend un risque de mettre son bras de cette manière-là. Ça agrandit anormalement la surface de son corps. Donc, si le ballon touche le bras du haut, son bras droit, on va vouloir qu'une faute soit appelée là-dessus. Par contre, le bras en support, pas de faute. Il faut faire aussi attention lors d'une glissade, il faut que le bras soit en support. Si le bras sert juste à traîner derrière et augmenter la surface du corps, là, il va falloir l'appeler. Donc, ce n'est pas tous les bras au sol qui ne seront pas des fautes de main. Il faut vraiment juger, est-ce que le bras est en support à la chute? Si la réponse est oui et que le ballon touche ce bras-là, on ne voudra pas qu'une faute soit appelée. Mais si le ballon touche un bras qui n'est pas en support, qui est laissé traîner derrière, par exemple, là, on va vouloir qu'une faute soit appelée, même si le bras est au sol. Maintenant, dans les lois du jeu, ils nous ont mis un beau petit diagramme à partir des lois de 2020-2021 qui nous dit qu'est-ce qui est une main, donc quel niveau c'est considéré comme une main et quel niveau c'est pas considéré comme une main. Donc, on sait depuis toujours, là, ou à peu près, le ballon peut être joué de l'épaule. Par contre, c'est rendu où
que c'est plus considéré l'épaule, les lois du jeu viennent nous dire à partir du bas de l'aisselle, en bas de l'aisselle, c'est considéré comme une main. Donc, en haut de l'aisselle est en haut, ce n'est pas une main. À partir du bas de l'aisselle, c'est considéré comme une main. Bon. Très grosse slide, là, beaucoup de texte. Je vais tenter de vous la résumer là, le plus simplement possible. Donc, des fois, il va y avoir des contacts accidentels entre la main et le ballon, qu'on ne voudra pas qu'il soit appelé. Par contre, tout contact entre la main et le ballon qui engendre immédiatement une occasion de marquer, une occasion de but, devra être sanctionnable, même si c'était ce qu'on pourrait juger une main accidentelle. Donc, je pense que pour bien illustrer ça, je pourrais utiliser plein de mots, plein de façons de l'expliquer. On va regarder des vidéos, je pense que ça va être la meilleure façon qu'on va comprendre, puis avec ces vidéos-là, on va pouvoir les commenter. Donc, première vidéo, ça va être la vidéo 6 et la vidéo 7. Donc, on va voir des mains accidentelles qui mènent immédiatement à une occasion de but. Donc, première vidéo, la vidéo 6. Donc ici, on a un joueur, Neymar, qui, je vais essayer de vous le mettre au bon instant, qui joue délibérément le ballon de la tête, mais ensuite le ballon touche sa main. Donc si cette action-là était arrivée en plein milieu du terrain, on aurait jugé que c'est une main accidentelle, donc on ne l'aurait pas sanctionné. Par contre, on a immédiatement, ça c'est le mot important, immédiatement après le contact entre le ballon et la main, une chance de but. En fait, on a même un but ici. Donc, le ballon, Neymar fait sa tête et le ballon ricochet sur sa main et entre dans le but. Donc, même si c'est une main accidentelle, on va devoir refuser le but à ce moment-là et reprendre par un coup franc direct, car c'est une faute de main pour l'équipe en blanc. Joe, tu m'interromps s'il y a des questions, je te fais confiance là-dessus. Donc, j'imagine qu'il n'y en a pas. Sans faute, je pense que c'est relativement clair. Cool. Bon, on va regarder une autre faute de main accidentelle. Il y a une question de la part d'André Deneau. On y va. Ben, tu peux continuer la vidéo, je vais la poser après. OK, bon, on va regarder cette vidéo-là, puis s'il y a de quoi, André, là, je te donnerai la parole. Après, tu me diras si tu as toujours ta question. Donc, vidéo 7, on va voir aussi une main accidentelle qui va mener immédiatement. Je le répète, là, je suis un petit peu fatiguant, mais c'est vraiment la notion qu'on veut apporter. C'est la précision qui a eu lieu dans les lois 2021. Il faut que l'occasion de but soit immédiatement après la main. Donc, on regarde ça. Donc ici, vous allez me dire, la main n'était peut-être pas si accidentelle parce qu'on a quand même vu un petit mouvement du bras en direction du ballon, mais pour les fins de la vidéo, on va supposer que c'était une main accidentelle. Ce qu'on veut illustrer par cette vidéo-là, c'est quoi immédiatement une chance de marquer? Ben, ça touche son bras, puis immédiatement après, il n'y a pas le temps de faire d'autres touches. La prochaine touche, c'était un tir vers le filet. Donc, cette action-là, on va devoir refuser le but et sanctionner la faute de main. Donc, André, je ne sais pas si tu avais toujours une question. Oui, toujours une question. Vas-y. Qu'est-ce qui arrive, là, le monde appelait ça se protéger. Là. Mm-hmm. Donc, si tu ne prends pas plus de volume de ton corps, le ballon arrive vers toi, surtout les jeunes, ça arrive, ils veulent se protéger le visage. Oui. Si ça n'occasionne pas une occasion manifeste d'un but, quelque chose comme ça, est-ce qu'on laisse aller? Tout à fait. Donc, si la main n'agrandit pas la surface de son corps et il n'y a pas de mouvement de contrôle du ballon qui est fait à partir de la main, donc c'est simplement un geste de protection comme ça, par exemple, là, on va laisser jouer, on n'appellera pas la faute de main. Par contre, si la protection mène à une chance de but immédiate, là, on va devoir l'appeler. Donc, toute main
tout contact main-ballon, accidentel ou pas, s'il y a une occasion de but tout de suite après, on l'appelle. Mais ta question, je pense, était davantage au niveau de la protection. Donc, si ça n'agrandit pas la surface du corps, on va accepter le contact main-ballon et on ne callera pas de faute. Est-ce que ça répond? Super, merci. Pas de trouble. Donc, si je retourne à la présentation. Donc, ça, ce sont ce qu'on vient de. Oui, vas-y. Une question de Vincent Julien. Oui. Dans le fond, pour continuer là-dessus, une protection du visage, j'imagine qu'agrandir la surface du corps, c'est en 3D. Fait que si je ramène ma main proche de mon visage, on tolère, mais si je vais plus loin puis je le punch quasiment, c'est pas la même chose. Ben, c'est ça, c'est la distinction que j'essayais d'apporter. Donc, si tu attaques le ballon avec ta main, effectivement, là, tu vas avoir un mouvement de la main vers le ballon. Donc, tu vas attaquer le ballon, tu ne vas pas te protéger. Tu vas vraiment jouer le ballon de la main. Donc, là, on veut l'appeler. Aussi, si le ballon arrive de côté, toi, tu tournes comme ça, puis tu as une main qui est comme ça, puis le ballon, il passe, ben là, ta main agrandit la surface de ton corps. Mais il faut se dire, quand c'est une protection, je vais faire une protection devant mon visage comme ça. Mais si le ballon n'avait pas touché ma main, qu'est-ce qu'il aurait touché? Il aurait touché ma face. Donc, ça n'a pas agrandi anormalement la surface de mon corps. Donc, je pense que ta question, c'est si j'attaque le ballon, si j'agrandis la surface de mon corps avec mes bras, si j'attaque le ballon, ben, tout ça, ça devrait être sanctionné d'une faute de main. C'est bon. Il y avait un commentaire de Bruno. Peut-être, Bruno, tu peux intervenir, là. Ouais, dans le fond, si il se protège la face, mais il empêche un but ou une occasion. Ben, ça ne change pas parce que ça, c'est la conséquence du geste. Donc, si tu juges qu'il n'a pas anormalement agrandi la surface de son corps, peu importe la conséquence, c'est sûr que ça risque d'être un call qui est plus contesté dans ton match, mais le fait d'empêcher une occasion de but, c'est la conséquence de la faute. Mais là, ici, il faut que tu juges s'il y a faute ou pas. Donc, s'il n'y a pas de faute, même si ça empêche un but, même si ça empêche une attaque prometteuse, s'il n'y a pas de faute à la base, tu ne peux pas aller plus loin dans ta sanction. OK, c'est bon, merci. Super, super. D'autres choses? Là, Patrick Linde mettait et pour la protection et de l'équipe défensive. Si la protection se fait par l'équipe défensive et qu'il y a un but après. Ben, le but est bon. Si c'est une protection, comme Robin le disait, si c'est vraiment une protection, il n'y a pas d'agrandissement du corps, donc il n'y a pas de faute. Et ça s'ensuit par un but de l'équipe adverse ensuite, ben, le but va être accordé comme normalement. En fait, j'ajouterais, Joe, même si c'est une faute, qu'est-ce qu'on applique dans ce moment-là? C'est la notion d'avantage. Donc, c'est l'équipe qui commet la main si elle marque un but ou une occasion de but tout de suite immédiatement après. C'est là qu'on va servir la faute. Mais si tu as un joueur défensif qui commet une main, accidentelle ou pas, et qu'un joueur de l'équipe offensive est en mesure de marquer ou d'avoir une chance, ben ça s'appelle l'avantage. Autre chose, Joe? Ben, il y a Nicolas qui revient avec, donc, s'il se protège et que ça engendre une attaque prometteuse pour son équipe, on doit pénaliser. Ben, la réponse, c'est non, parce que s'il se protège, on a dit que c'est pas une faute. Donc, s'il n'y a pas de faute et que ça engage. Non, il y a une main accidentelle. Si on a une main accidentelle et que ça engage une attaque prometteuse, il n'y a pas de faute parce que ce n'est pas une occasion de but. Donc, une occasion de but. Oui, exact. C'est ça la nuance à apporter. Donc, c'est immédiatement après ta main accidentelle. Est-ce qu'il y a une occasion de but immédiate? Donc, les deux vidéos qu'on a vues, Neymar se l'envoie sa main, le ballon rentre dans le but. C'est immédiat. Gareth Bale, le ballon touche sa main, tire au filet. Ça, c'est des mains accidentelles qu'on n'aurait pas sévies, mais comme il y a une occasion de but qui s'en dégage immédiatement, on sanctionne la faute de main. Mais dans ces deux exemples-là, c'était pas des protections. Est-ce que ça veut dire que quand c'est une situation de protection, c'est la même chose, on sévit quand même? Protection, tu peux appeler ça main accidentelle. OK, c'est ça, les deux, c'est la même chose. Oui, exact. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est complet. Parfait. Donc maintenant, on va voir des vidéos où un joueur de l'équipe qui attaque va faire une main accidentelle.
et un coéquipier va immédiatement avoir une chance de marquer qui s'ensuit. Ça aussi, on devra refuser les buts et appeler des fautes. Donc, on regarde. Donc, je vais scinder la séquence là, en quelques parties. Premièrement, vous voyez ici, le joueur, l'attaquant, pousse le ballon vers le filet. Le défenseur bleu va essayer un dégagement qui va rebondir sur le bras de manière accidentelle de l'attaquant. Ensuite, le ballon va se diriger vers l'endroit où se trouve l'arbitre actuellement et son coéquipier va pouvoir tirer au but. Donc, on regarde. Ici, il y a eu un botté du défenseur bleu sur l'attaquant. Ça touche sa main de manière accidentelle. Normalement, on n'aurait pas appelé de faute. Par contre, le ballon ricochet vers le joueur au début de la surface de réparation qui marque immédiatement. Donc, tout de suite après la main, on a une occasion de but. On veut une faute là-dessus et pas de but. Donc, je continue. Voilà, immédiatement après la main, on a une occasion de but. On en voit un autre. Vous voyez ici l'équipe, Paul, le numéro 14, touche le ballon de la main de manière accidentelle. Normalement, on n'aurait pas appelé de faute. Toutefois, son coéquipier, le numéro 9, va s'en saisir du ballon et quand il s'en saisit, il a immédiatement une chance de marquer. Et même, il marque. Donc, on va vouloir refuser le but et accorder le coup franc direct à l'équipe en défensive. Voilà. Joe, y avait-tu des questions là-dessus? C'est pas des vidéos nécessairement faciles. Un concept nécessairement facile parce qu'on est habitué à l'ancien truc, mais il faut se défaire des anciennes lois qu'on avait et d'appliquer celle-ci. Aucune question. Ah, oui, question d'Émile. Émile? Oui, bonjour. Ça peut paraître niaiseux comme question, là, mais mettons le ballon, il y a une main accidentelle, puis il ricoche vers l'avant. Est-ce que, puis à ce moment-là, il y a comme une grosse échappée qui se dessine, et le joueur il est vraiment tout seul, il s'en va directement au but. C'est un de ses coéquipiers qui a eu la main accidentelle. Vous considérez ça comme une occasion de marquer directement ou plus comme une attaque prometteuse, juste pour être sûr? Là? C'est tellement pas niaiseux que c'est le sujet de la prochaine diapo. Donc, je t'invite à être patient. Genre, tout de suite, on va couvrir ce fait-là. Donc, pour vous montrer des choses qui sont pas. Il y a aussi Aurélie qui a une question. Donc, Émile, je te reviens avec la prochaine slide. Je suis sûr que tu vas avoir ta réponse là-dedans. Aurélie, je t'écoute. Oui, merci Marie-Ève. Je voulais savoir, là, pour la première vidéo, ça peut paraître niaiseux, là, ça fait longtemps que je n'ai pas arbitré, là, mais la première vidéo, on repart-tu avec un coup franc direct dans la surface de réparation? Oui, tout à fait. Okay, donc, ouais, comme c'est l'équipe en défensive, tu n'auras pas de problème au niveau du coup franc. C'est coup franc direct vu que c'est une faute de main. OK, merci. Pas de problème. Donc, pour répondre à Émile, voici des mains accidentelles qui n'engendrent pas immédiatement une occasion de but. Donc, on regarde la vidéo 10 et la vidéo 11. Donc, tu vois, on voit ici le joueur commet une main accidentelle. Ça n'a même pas particulièrement décollé de son corps. On peut vraiment juger ça comme n'agrandit pas anormalement la surface de son corps. Ensuite de ça, il va faire 8 touches de balle, va faire 2 passes et après ça, il va avoir le but. Donc, immédiatement après sa main, donc, est-ce que là, il y a une occasion de but? Ben, la réponse, c'est non. Puis là, après ça, il a à faire 8 touches, une passe. Ah, la vidéo arrête là, désolé, mais il fait une passe là, l'autre fait une passe à son gars en arrière, puis là, ça tire au but. Donc, ça, ce n'est pas une occasion
immédiate de but suite à un contact accidentel avec la main. Prochain, ça vous montre essentiellement la même chose aussi. Donc, on regarde, on analyse un petit peu plus la séquence. Donc, ici, juste à ce moment-là, il y a un contact accidentel main-ballon de la part du numéro 7, rouge. Ensuite de ça, il va faire à peu près 15 touches de balle, rentrer dans la pire défensive que j'ai vue de ma vie. Ici, quelle belle défensive. C'est comme ça qu'on défend au soccer. Ensuite de ça, miraculeusement, le ballon sort de là pour un coéquipier qui marque un but. Donc, il y a eu le temps de faire beaucoup, beaucoup de choses avant d'avoir une occasion de but. Donc, immédiatement après sa main, il n'avait pas d'occasion de but. L'occasion de but est survenue après. Donc, on ne veut pas qu'une main soit appelée. On va accepter le but sur cette séquence-là et la séquence qu'on a vue d'avant. Donc, Émile, je crois que ça répond bien à ta question, ça. Bon, si tu ne te manifestes pas, je vais prendre pour acquis que. Oui, merci. Excusez, j'avais de la misère avec mon micro. Pas de trouble, pas de trouble. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Joe, pour les fautes de main qui mènent à un but immédiatement Non. ou pas immédiatement? Non, ça m'apparaît très clair, puis il n'y a pas de question. Donc, ça c'est essentiellement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On parle de joueurs qui prennent des risques en mettant leurs bras dans certaines positions. Donc, quand on élargit, quand notre corps devient anormalement plus grand ou si on met nos bras au niveau de l'épaule. Et maintenant, là, la notion de position naturelle a été retirée, remplacée par des notions un petit peu plus factuelles. Donc, s'il n'y a toujours pas de questions là-dessus, je passe maintenant à une autre partie de la loi 12, la deuxième touche illégale du gardien de but. Ici, on a une slide bien chargée, donc ça, c'est le texte des lois du jeu, mais on va regarder une vidéo ensemble. Puis je pense que ça va pouvoir mieux l'expliquer que si je vous racontais tout ce que dit cette slide-là. Donc, on regarde la vidéo. Je vais rester là. Quelle vidéo? On regarde la vidéo 12. Donc, c'est lors de situations de jeu arrêté, par exemple un coup de pied de but ou un coup franc, on va avoir un gardien de but qui va botter un ballon là, sur un coup de pied de but, mais il ne va pas le botter assez loin. Et là, il va faire une deuxième touche illégale et sa deuxième touche va empêcher une occasion de but manifeste. Donc, on regarde ça. Vidéo 12. Ouch. OK, on va break it down. Dans le fond, on regarde ici, la gardienne de but, elle tente de mettre le ballon en jeu parce que depuis l'année passée, le ballon sur un coup de pied de but ou sur un coup franc effectué dans la surface de réparation défensive n'est plus obligé de sortir de la surface de réparation pour être en jeu. Donc, le petit jeu au défenseur est maintenant permis. Toutefois, vous allez voir, la défenseur, elle gèle, elle ne comprend pas pendant tout. Là. Donc, clairement, la gardienne faisait cette action-là pour mettre le ballon en jeu. Donc, on va voir souvent les gardiens manipuler le ballon du pied pour le placer. Mais ici, clairement, comme l'arbitre l'a bien reconnu, elle tentait de faire une passe à son défenseur. Voyant que la défenseur ne comprenait pas pendant tout ce qui se passait, elle voit l'attaquante rentrer et décide de toucher une deuxième fois le ballon après une reprise de jeu. Et ça empêche l'attaquante de marquer. Donc, ce faisant, elle empêche une occasion de but manifeste, là, dans notre jargon, là, une situation de doxo. Donc, la gardienne doit être exclue pour ça. Même chose si la gardienne avait touché le ballon de la main. Donc, du pied ou de la main, la faute n'est pas une faute de main, c'est une faute de toucher le ballon une deuxième fois lors d'une reprise de jeu qui n'est pas une balle à terre. Et ça empêche une occasion de but manifeste. Donc, carton rouge pour la gardienne de but.
important, je pense que c'est Joe Rapsomanikis qui nous a sorti cette vidéo-là. Il l'a prolongé en fait pour qu'on observe. Il s'agit bien d'un coup franc indirect qu'on devra faire comme reprise de jeu. Comme toute reprise de jeu où un joueur toucherait 2 fois le ballon, c'est une infraction, donc reprise par coup franc indirect. Donc, il y avait des petites discussions sur le chat en même temps, mais je pense que c'est assez clair là, que la première touche de balle de la gardienne, c'est vraiment pas qu'elle plaçait le ballon, mais bien qu'elle a joué le ballon au profit de sa coéquipière. Là. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de ça. Là. Cool. On va voir un deuxième... Émile, peut-être une petite question avant de repartir? Oui, dans le fond, je me demandais encore, dans le fond, si jamais, dans le fond, c'est la joueuse qui l'aurait touché, l'attaquante qui l'aurait touché avant, mais qu'on voit quand même qu'elle a l'intention de le jouer comme une deuxième touche, est-ce qu'il faut le sanctionner ou pas du tout? D'un avertissement, même pas? OK, c'est une super bonne question. En fait, si l'attaquant, tu es en mesure de donner l'avantage, parce que tu as la possibilité de donner l'avantage, c'est une faute. Le ballon est en jeu. Et l'infraction est de toucher le ballon une deuxième fois. Est-ce que tu as la possibilité de donner l'avantage? Si tu as la possibilité de donner l'avantage et que la joueuse marque, on va le voir un petit peu plus tard dans la présentation. Si tu fais ça, tu devras réduire la sanction que tu vas donner à un carton jaune parce que tu n'as pas empêché une occasion de but manifeste. En fait, ils ont été capables de la concrétiser. Donc, tu vas réduire ta sanction au carton jaune, mais on va le revoir plus tard. Mais je pense que je vais peut-être revenir sur la question d'Émile, là, parce que moi, ce que je comprends de la question, c'est si l'attaquante réussit à toucher au ballon en premier? Avant le gardien une deuxième fois. Ah, ben là, c'est correct. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de faute. Là. Il n'y aura pas de faute du tout et il n'y aura pas de descendage de sanctions. Là. Il n'y aura tout simplement pas de sanctions parce que c'est correct. Il n'y a pas eu de faute en soi. Là. OK, j'avais mal compris la question. Merci, Joe. C'était ça ma question, dans le fond. C'était pas. Tu sais, je comprends avec l'avantage ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment si on voit que la gardienne se dirige, mais elle n'arrive pas en premier, puis c'est l'autre qui arrive, puis finalement, la gardienne fait l'arrêt parce que l'autre a réussi à se rendre avant ou peu importe. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut le sanctionner parce qu'on voit qu'elle a l'intention de toucher une deuxième fois? Là. Non, c'est ça, il n'y a plus de faute à ce moment-là parce que la faute, c'est de toucher le ballon une deuxième fois avant que ça touche un autre joueur. Donc, comme un autre joueur peut le toucher avant, c'est ça. Là, j'entends beaucoup de. Question de Samuel. Go, Samuel. Ouais, non, ma question est en deux temps. En fait, c'est si je vois ça, je suis la gardienne, puis que je connais le règlement, je vais juste me positionner devant pour une distance assez rapprochée, puis je laisse l'autre toucher le ballon en premier, puis tout est beau. Yep. Puis deuxièmement, c'est pour la conversation qui est en ce moment sur le chat. Moi, l'année passée, j'avais posé la question à M. Godon, puis il m'avait dit que c'était penalty puisqu'on sanctionnait le doxo et non pas le double. Fait que moi aussi, je suis comme en questionnement de savoir si c'est. Tu te demandes. Ou doxo. Parce qu'il m'a dit qu'on sanctionnait le doxo et non pas. Là, tu fais appel à mes connaissances des lois l'année passée que on n'a pas beaucoup arbitré l'année passée. Là, je suis plus trop dans le bain, là, mais c'était possible que c'était comme ça avant. Toutefois, là, ça, c'est une modification de la loi 2020-2021. Peut-être que c'était vrai l'année passée. Je ne m'avancerai pas là-dessus sur ce qui t'a été dit. Par contre, il est possible d'avoir des doxos qui mènent à des coups francs indirects. Et ça, je crois que c'en est un parce que, tu sais, mettons, tu pourrais commettre un jeu dangereux, jouer de manière dangereuse qui empêche une occasion de but manifeste. Puis ça ne sera pas un penalty. Donc, je ne sais pas ce qu'il avait dit à ce moment-là, mais je vous dis, si on regarde la faute, c'est toucher illégalement une deuxième fois le ballon lors d'une reprise de jeu qui n'est pas une balle à terre. C'est quoi la reprise de jeu dans ces cas-là? C'est un coup franc indirect. Ensuite de ça, on a évalué la conséquence du geste au niveau tactique. Ceci empêchait une occasion de but manifeste. Donc, on devra donner un carton rouge, mais ça n'empêche pas la reprise de jeu qui est un coup franc indirect. C'est good, Sam? Oh, ouais, all good. Parfait. Non, j'aime ça avoir de la rétroaction, comme quoi c'est clair ce que je dis. Tant mieux. On va voir une autre séquence, essentiellement la même chose, mais la conséquence ne sera pas la même.
qualité de la vidéo est épouvantable, mais. Donc, essentiellement, c'est la même chose ici. Toutefois, la conséquence n'est pas la même. On a une course. Au moment où le gardien touche une deuxième fois le ballon, on ne sait pas de qui le défenseur ou l'attaquant va reprendre le ballon. Donc, on ne pourra pas donner de carton rouge pour cette infraction-là, mais là-dessus, nettement, un carton jaune au gardien de but pour avoir empêché une attaque prometteuse serait la bonne décision et on reprendrait par coup franc direct là, exactement où le ballon se trouve en ce moment. Donc, je ne sais pas si ça va pour ça. Sinon, tu m'interrompras, Joe, s'il y a de quoi. Sinon, je passe au prochain sujet. C'est un petit peu différent parce que là, on vient de voir des situations où des joueurs, là, c'était des gardiens de but, touchent une deuxième fois au ballon lors d'une reprise de jeu. Par contre, là, ce qu'on va voir, c'est avec la vidéo 21. Donc, c'est une vidéo qu'on a ajoutée à la fin là, parce que vous comprendrez que c'est pas évident de trouver des séquences comme ça. C'est des vidéos où une pause, pendant que le ballon est en jeu, une passe va être faite au gardien de but. Donc, le gardien de but, sur une passe délibérée d'un coéquipier à partir du pied, ne peut se saisir du ballon des mains. Vous allez voir des gardiens de but qui vont tenter de jouer le ballon au pied, mais vont manquer leur coup. Le ballon va toucher le poteau et après ça, ils vont pouvoir s'en saisir des mains. Donc, on regarde ça. Vidéo 21. Là, je ne ferai pas comme ça. 21. Donc là, on va permettre, on n'appellera pas de faute sur cette séquence-là. Donc, comme vous devez évaluer comme arbitre, est-ce que le gardien a fait une tentative légitime de jouer le ballon du pied? Donc là, il a simplement manqué son coup. Il peut donc par la suite s'en saisir des mains sans problème. Donc, on ne veut pas voir de faute appelée là-dessus. Donc, on laisse le jeu aller sur ces séquences-là. Donc, à voir comment que les gardiens vont développer leurs skills d'acteurs de whoop là, j'ai manqué le ballon. C'est une autre histoire. Donc, vous devrez être à l'affût de savoir est-ce que le gardien a vraiment tenté de jouer le ballon ou il a fait une feinte ou il était très mauvais acteur. Donc, ça sera au jugement de l'arbitre dans ces situations-là. Toujours pas de. Il y avait des questions, mais est-ce qu'on a d'autres questions, Joe? Non, ça va. Parfait. Je continue donc avec les avertissements ou en fait, ce qu'on va appeler la réduction de sanction lors de l'exécution rapide d'un coup franc. Donc, on regarde ça. Donc, si jamais vous appelez une faute et que vous allez donner un carton jaune pour avoir stoppé une attaque prometteuse ou un carton rouge pour avoir annulé une chance évidente de marquer et que l'équipe permet de jouer rapidement, l'équipe est en mesure de jouer rapidement et de profiter d'une chance par la suite, on va réduire la sanction. Donc, je vous montre la vidéo numéro 14. OK, donc ici, on a une chance d'attaque prometteuse. Cette chance-là va être interrompue par une faute du joueur bleu qui fait trébucher l'attaquant un petit peu plus loin. Ici. Donc, on a une faute de l'attaquant. Cette faute-là empêche une attaque prometteuse. Donc, normalement, on aurait donné un carton jaune pour cette action-là. Par contre, l'arbitre est à l'affût de la situation, repère que les joueurs sont en mesure d'effectuer un coup franc rapidement. Et même, les joueurs vont pouvoir aller marquer un but. Donc, comme les joueurs ont pu profiter de leur chance, donc
la chance d'attaque prometteuse n'a pas vraiment été stoppée. Ils l'ont quand même eu par la suite. Donc, on devra réduire le carton. Donc, d'un carton jaune qu'on allait donner auparavant, maintenant, on doit réduire, si on a laissé cette chance-là survenir, on devra réduire de 1 la sanction et on passe donc d'un carton jaune à pas de carton finalement. De même manière, si un joueur annule une occasion de but manifeste et l'équipe est en mesure de jouer rapidement le coup franc, donc on imagine que ce n'était pas un penalty là, à ce moment-là, on devra réduire la sanction à un carton jaune. Donc on aurait passé du rouge au jaune. J'ai l'impression que je suis à Arruda en ce moment, mais pas bien grave. Je reviens à la présentation. Donc, c'est essentiellement ce qu'on dit. Donc, si on était pour donner un carton rouge pour Doxo et que l'équipe est en mesure d'exécuter le coup franc rapidement, on va réduire la sanction à un carton jaune. Et si on allait donner un carton jaune pour une attaque prometteuse et qu'on laisse jouer rapidement, la sanction devrait être réduite pour pas de carton. Ouais, Joe? Je vais peut-être juste te poser une question pour faire ça encore plus clair pour tout le monde. Oui. Si, par exemple, il y a la possibilité, mais l'équipe en attaque snooze complètement et ne joue pas cet avantage potentiel-là, qu'est-ce qui se passe? Too bad pour eux. Ben, les autres instructeurs, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est too bad pour eux autres. Non, mais au niveau de la sanction. Ma question, c'est plus au niveau de la sanction. C'est comme le joueur qui profite de l'avantage sur un Doxo puis il va manquer le but. Tu as laissé l'avantage là-dessus, donc tu réduis la sanction. Je ne sais pas si les gens sont d'accord ou on a d'autres points de vue. C'est une très bonne question, mais je crois qu'il faudrait quand même. Je pense que je vais aller checker les lois, là, aller lire le texte de loi pendant la pause. Peut-être vous revenez après. Mais qu'est-ce qu'il dit le libellé de la loi? Peut-être qu'on l'a ici. Lorsque l'arbitre a décidé d'exclure le joueur. Robin, il me semble que ça dit que dès que tu décides de jouer le coup franc rapidement, dans le fond, tu prends la chance. Donc, tu as décidé de. Non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Mais moi, ma question, puis là, je la précise peut-être, mais c'est si l'équipe ne le joue pas, le coup franc, tu as sifflé la faute. Pas. Pardon? Si l'équipe ne le joue pas. Ouais. Rapidement? Ouais. Ben là, on la sanctionne, évidemment. C'est juste bon, si on permet de. C'est ce que je voulais que. C'est ce que je voulais que. Non. Si jamais ils ne sont pas en mesure de concrétiser la chance, ben là, non, on non, le laisse pas. Au même titre que l'avantage. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Excuse-moi, c'est peut-être moi qui n'étais pas clair. Ce que je voulais dire, c'est si toi, dans ta vision d'arbitre, il y a une potentiel que l'équipe en attaque joue rapidement le coup franc et qu'il ne décide de pas, il snooze complètement puis il ne joue pas, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Ben là, on va l'infliger. Puis ça, en fait, même, c'est une super bonne tactique pour l'équipe parce que ben là, ça serait peut-être à plus haut niveau, mais si un joueur est déjà sur un carton jaune, ben l'équipe ne voudra peut-être pas le jouer rapidement pour que ce joueur-là soit exclu. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir dans les tactiques. Je pense pas que les joueurs sont rendus là à leur niveau de tacticité au niveau des lois, mais c'est quelque chose qu'on pourrait rester à l'affût. OK, je comprends bien ta question maintenant, Joe. C'est bon. C'est bon. C'est moi qui étais peut-être pas assez clair. Désolé. Non, pas de trouble. Donc, on a le même concept, mais au niveau de l'avantage. Donc, si on laisse l'avantage puis qu'on ne siffle pas la faute, sur une faute qu'on aurait donné un carton jaune pour SPA. Donc, SPA, je vais utiliser les acronymes là, pour ça aille plus vite, là, au lieu de dire stopper une attaque prometteuse à chaque fois. Donc, SPA, c'est Stopping a Promising Attack. Et Doxo, ben, je pense que les gens sont plus familiers avec Doxo, mais carton jaune pour des raisons tactiques, on va dire SPA. On regarde la vidéo 15, qui est justement ça, une notion d'avantage où on ne devra pas donner de carton. Ah, je suis plus capable de passer d'une vidéo à l'autre comme ça. Attendez.
Bon, ben la vidéo arrête au bon moment. Dans le fond, on voit le joueur en attaque, là, une attaque prometteuse qui se dessinait. Le joueur subit une faute. On voit l'arbitre qui laisse l'avantage. Les joueurs en défensive sont trop occupés à contester la faute qui n'a même pas encore été appelée. Donc, l'attaquant se saisit du ballon, est en mesure d'aller marquer. Donc, pour la faute qui empêchait une attaque prometteuse, on n'aidera pas donner le carton par la suite. On va donner aucune sanction. Par contre, si on a une occasion de doxo et qu'on laisse l'avantage, par la suite, au prochain arrêt de jeu, on devra décerner un carton jaune au joueur qui avait commis la faute. Donc, j'aimerais aussi apporter comme précision, si on laisse un coup franc jouer rapidement et qu'on allait donner un carton, ben on va le rétrograder uniquement si ce carton-là était pour une raison tactique. Donc, je vais vous donner un exemple de joueur qui commet une faute, par exemple, avec comme un acte de brutalité, va donner un coup de poing à un adversaire. Là, l'équipe va prendre le coup franc, le jouer rapidement et marquer. Comme tu allais donner un carton rouge pour pas une raison tactique, pas pour une occasion de doxo, mais bien pour un acte de brutalité, le carton rouge devra tout de même être décerné au prochain arrêt de jeu. C'est seulement dans les occasions où on allait donner un carton pour une attaque prometteuse empêchée ou une occasion de but manifeste annihilée qu'on doit réduire la sanction. Si on donne une sanction pour quelque chose qui est au niveau de la gravité de la faute, la sanction demeure même si le coup franc est joué rapidement. Il y avait, Robin, il y avait un commentaire de Patrick à propos de l'arbitre qui laisse l'avantage. Peut-être que je peux te laisser intervenir, Patrick. Je ne suis pas certain de bien saisir ce que tu voulais amener. L'avantage qu'il a laissé, il a les bras en l'air. Est-ce que c'est considéré comme OK maintenant ou... Ben, c'est toujours ça qu'on a demandé, en fait. Je sais que dans les lois de jeu, maintenant, tu peux le faire à un bras. Peut-être que la technique n'est pas incroyable. OK, si on avait à juger sa technique parfaitement, je dirais que tes bras sont un peu trop en l'air. OK? Oui. Il a l'air de célébrer quelque chose plus que donner un avantage. Mais on comprend quand même que c'est le geste d'avantage qu'il voulait signifier. Donc, je vous conseille quelque chose de plus à l'avant. le fait. Mais effectivement, bonne remarque. Puis, c'est un bon point là, que Marie-Ève fait. C'est ce que je m'en allais dire aussi. Les lois de la FIFA, maintenant, donnent l'opportunité de faire le signal à une main seulement. Sauf qu'ici, au Canada, on est fortement encouragé, notamment par l'Association canadienne, à continuer de faire le signal d'avantage à deux mains. C'est ce qui est attendu dans les compétitions sur le sol canadien. En fait, l'avantage à une main, tu as l'air de caler une faute ou une direction. Quant à moi, c'est pour ça que pour éviter. Tu sais, nos signaux sont là pour être compris rapidement. Donc, deux mains, tout le monde le comprend que c'est l'avantage. Donc, on vous encourage à continuer ça. Oui, puis l'Association canadienne, c'est ce qu'ils demandent. Encore plus que le conseiller fortement, là, c'est ce qu'ils exigent pour les compétitions qui sont sur leur territoire. Donc, ça se peut que vous voyez des compétitions MLS que l'arbitre le fait à un bras. Comme Pierre-Luc l'a dit tout à l'heure, MLS, c'est USA. Donc, au niveau de la CSA, deux bras pour l'avantage. On passe maintenant au coup franc, à la notion de mur. Donc, depuis l'année passée, s'il y a un mur de 3 joueurs ou plus, l'équipe adverse tout joueur de l'équipe adverse doit se tenir à au moins 1 mètre de ce mur. Donc, doit se tenir 1 mètre de chaque côté du mur, mais aussi en avant et en arrière du mur. Donc, on regarde une petite séquence vidéo rapidement. Donc, ici, on a un mur de 3 joueurs ou plus. Joueur numéro 11 qui a laissé passer à côté du mur. Vous allez voir l'arbitre
fait mention qu'il doit se trouver à 1 mètre du mur, en avant, en arrière ou sur les côtés. Donc, vous voyez ici, l'arbitre était en mesure de, avant l'exécution du coup franc, de placer le joueur. Et là, je ne vais pas vous voler le punch, mais ça va être le pire coup franc. Là. Si on voyait à ce moment-là que le joueur s'était approché à moins d'1 mètre du mur, ce qui est prévu aux lois de jeu, c'est qu'on devra accorder un coup franc indirect à l'équipe à la défensive, mais il n'y aura pas de carton jaune à infliger au joueur qui s'approche à moins d'1 mètre du mur. Donc, si vous êtes capable d'avertir le joueur de ne pas se mettre à 1 mètre du mur avant l'exécution, vous le faites. Par contre, si pendant l'exécution, il s'approche à 1 mètre du mur, là, vous arrêtez le jeu, accordez un coup franc indirect à l'équipe en défensive et pas de carton jaune. Pas de carton jaune là-dessus. Donc, je vous laisse le tir. Ben haut. Voilà. Donc, Ça fait plaisir. Donc, on arrive à la dernière portion de notre présentation ce matin. Ouais, là, on est rendu après-midi, donc cet après-midi. Quelque chose que je pense que beaucoup ont de la difficulté. Personnellement, j'ai de la difficulté avec ça. Me rappeler de tout ce qu'il y a à se rappeler sur le penalty. Donc, allons-y. Donc, maintenant, on dit que si le gardien quitte sa ligne trop rapidement lors de l'exécution d'un penalty et que le tireur frappe le poteau ou tire par-dessus le filet, on ne fera pas recommencer le tir. Par contre, si l'empiètement du gardien vient perturber le tir de l'attaquant, de l'exécutant du penalty, là, on va le faire reprendre. Donc, on va voir un exemple. Une vidéo 17. Oups, pardon. Donc, on voit à ce moment-ci, au moment du tir, la gardienne a quitté sa ligne de but trop rapidement. Par contre, le tir va frapper le poteau et rater le but. Comme la gardienne n'a pas touché au ballon et que on ne peut pas dire que son geste a perturbé le tireur, eh bien, on ne fera pas reprendre le penalty. Seulement si la gardienne avait touché au ballon, l'avait arrêté, là, on aurait fait reprendre le penalty. Donc, important là-dessus, si un gardien quitte sa ligne trop tôt et que le ballon touche le poteau, manque le filet, on ne fait pas reprendre le penalty. Ici, on va voir un exemple où un gardien de but va perturber le tireur et que le penalty serait à reprendre. Donc ici, depuis l'année passée, on spécifie que le gardien de but ne peut plus faire vibrer son filet ou les poteaux. La bonne pratique à utiliser dans ces cas-là, ce serait de attendre avant d'accorder l'exécution du penalty que le filet et les poteaux arrêtent de vibrer. Par contre, si on a un gardien de but qui fait vibrer ses poteaux, et ça, on peut dire que c'est un geste, une infraction qui vient perturber le tireur, au même titre que si le gardien de but faisait beaucoup de pas et qu'on est en mesure de dire le tireur a été déjoué par l'empiètement du gardien de but. Ce sont des exemples d'infraction, peu importe si le gardien l'arrête ou si ça passe par-dessus le filet ou à côté, on va devoir recommencer le penalty. Aussi, je pense que ça le disait l'année passée, dans la prochaine diapo, oui. Donc, depuis l'année passée, je crois bien que c'était l'année passée, le gardien de but, à sa première infraction lors de l'exécution d'un penalty, devra recevoir une mise en garde. Donc, si le gardien de but quitte sa ligne trop tôt et fait l'arrêt sur un penalty, on ne va pas lui donner son carton jaune dès la première occasion. On va devoir aller dire au gardien
qu'il ne peut pas quitter sa ligne trop rapidement et que la prochaine fois qu'il quitte sa ligne trop rapidement et que le tir est arrêté, il recevra un carton jaune. Donc, à la première occasion, on met en garde le gardien de but, mais à partir de la deuxième occasion, il récidive, on devra lui décerner un carton jaune. La raison de ça, c'est que souvent, les gardiens vont vouloir se timer, se synchroniser avec le tir de l'exécutant du penalty. Donc, c'est normal d'avoir, dans certains cas, une erreur, surtout si le tireur commet une feinte qui est légale. Donc, le gardien, ça se peut qu'il bouge trop rapidement là-dessus. Par contre, ça arrive plusieurs fois, mais là, on va devoir donner un carton jaune là, à partir de la deuxième fois. Donc, on regarde pourquoi ce changement-là a été appliqué. C'est pour éviter qu'on ait des cartons jaunes trop rapidement au gardien de but lors d'un penalty. Donc ici, on a une feinte légale de la part du tireur. On va voir un gardien de but qui va avancer trop rapidement de sa ligne de but. Ensuite de ça, il réussit à faire l'arrêt sur la séquence. Donc, il a devancé le tir sur son positionnement. Il a fait l'arrêt. Donc, on va devoir mettre en garde et faire recommencer le penalty à cette occasion-là. Si jamais on a une feinte illégale du tireur qui cause un empiètement trop rapide du gardien de but, on ne va pas avertir le gardien de but ni le mettre en garde. On va seulement donner un carton jaune au tireur parce qu'on va dire c'est à cause du tireur, de sa feinte illégale, que le gardien a bougé trop rapidement. Donc, on va donner un carton jaune au tireur et donner un coup franc indirect à l'équipe du gardien de but. Petite note ici sur la vidéo, tant qu'à être là, l'arbitre accorde le corner. 1, c'était une mauvaise décision à cause de l'arbitrement du gardien. 2, ben, vous le voyez, il y a à peu près 11 joueurs à l'intérieur de la surface de réparation et à l'intérieur de l'arc de cercle. Donc, dans ce cas-ci, la bonne décision aurait été de mettre en garde le gardien de but, de donner son premier avertissement non formel, si on veut, et de faire reprendre le penalty. Pas de question, Joe? Pas de question. OK. Donc, ça, c'est le petit tableau à apprendre, malheureusement. Il n'y a pas d'autre truc. Il faut apprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans quel cas. Donc, référez-vous à la loi 14. Ils ont diminué le nombre de lignes de ce tableau-là. Est un petit peu plus abrégé, donc peut-être un peu moins complexe, mais essentiellement, ça explique ce que je viens de vous dire. Donc, si un gardien de but commet une infraction et qu'il y a un but, on accepte le but. Mais s'il n'y a pas de but et que ça a été tiré par-dessus, pas de problème, on reprend par coup de pied de but. Si c'est arrêté, ben on met une première fois une mise en garde au gardien de but et à partir des autres cas, on va donner des avertissements. Si on a une feinte irrégulière, illégale de la part du tireur et que le gardien de but bouge trop vite, donc dans tous les cas, peu importe s'il y a but ou pas, on va accorder un coup franc indirect à l'équipe du gardien de but et donner un carton jaune au tireur. Voici quelques clarifications. Donc, on a défini dans les lois de jeu le concept de lever le ballon du pied lors de l'exécution d'un coup franc ou d'un coup de pied de but. Et avec combiner ça au fait que maintenant, les joueurs, le coup de pied de but n'est plus obligé de sortir de la surface de réparation pour être en jeu, ça pourrait amener à des situations comme celle-là. On va voir un gardien de but qui va lever le ballon du pied et un défenseur qui lui remet le ballon dans les mains. On ne veut pas accepter ce type de comportement-là. Donc, ce qu'on devra faire, c'est qu'on devra arrêter le jeu et faire reprendre le coup de pied de but. On ne descendra pas d'avertissement aux gardiens ni aux défenseurs qui ont collaboré à ce stratagème parce que c'est un défaut dans l'exécution du coup de pied de but. Par contre, s'ils le récidivent, on pourra leur donner des cartons, un carton jaune à notre discrétion, parce qu'on pourra juger que le gardien enfreint avec répétition les lois de jeu.
Donc, si vous voyez ça durant votre match, mettre en garde verbalement le gardien de but et le refaire recommencer. Robin, la question de Samuel est pertinente, là. Est-ce que c'est le cas juste pour le coup de pied de but ou s'il y avait un stratagème de ce genre-là ailleurs sur le terrain, ça serait la même chose? Non, ce ne serait pas la même chose parce que la loi 12 vient nous dire un défenseur qui use un stratagème pour contourner la loi de manière à s'envoyer le ballon sur la tête pour remettre à son gardien de but, lui devra quand même recevoir son carton jaune. C'est simplement sur l'exécution d'un coup de pied arrêté, tel un coup franc ou un coup de pied de but, que ces actions-là ne méritera pas de carton jaune puisque c'est un défaut dans l'exécution de la reprise de jeu et non une manière de contourner durant le jeu la loi. C'est parfait. Merci pour la précision. Trouble. Ensuite de ça, on a une précision. C'était déjà appliqué, je crois, du moins à haut niveau, sur tenir un adversaire. Donc, souvent, on va voir des joueurs, mettons au niveau 3A d'avantage, qui vont se saisir du maillot d'un adversaire, qui vont le retenir, mais on peut juger que cette action-là, c'était assez mineur, donc on ne sanctionnait pas de faute. Maintenant, les lois viennent nous dire explicitement que retenir un adversaire est une faute si et seulement si les mouvements de l'adversaire sont influencés. Donc, faut juger lorsqu'on appelle une faute pour retenir, est-ce que ça a entravé ou restreint les mouvements de l'adversaire. Donc, si c'est simplement un petit holding, excusez-moi l'anglicisme, qui n'a pas eu de conséquences sur les mouvements de l'adversaire, on va le laisser passer. Par contre, si on voit qu'un joueur est déséquilibré par un geste d'avoir retenu, là, on va appeler la faute. C'est quasiment rendu la joke à chaque année. On change encore les mots pour des fautes sans carton, avec carton jaune ou carton rouge. On parle d'une attitude imprudente pour pas de carton, une attitude inconsidérée pour une faute qui mériterait un carton jaune et une faute avec une attitude de violence pour une faute commise avec un carton rouge. J'envie beaucoup les anglophones qui, eux, vivent depuis toujours avec les trois mêmes mots, c'est-à-dire careless, reckless and excessive force. Mais nous, ça a l'air qu'il faut que ça change à chaque année. Donc, voici les mots à utiliser cette année. Donc, peut-être juste avant que tu continues, Robin, il y a une question de Patrick Choquette concernant le retenir qu'on parlait avant. Il dit on ne parle pas ici de tirer le maillot, n'est-ce pas? Ben, on parle de ça, effectivement. On parle de retenir par une partie du corps, si on veut, mais je pense qu'on parlait spécifiquement de retenir le maillot parce que c'est souvent ça qu'on va voir comme un joueur qui va achaler l'autre en lui pinçant son maillot. On juge que ça fait partie du match. Donc, on veut seulement que les fautes de retenir qui entravent ou restreignent les mouvements d'un adversaire soient sanctionnées. OK, merci de la clarification. C'est juste parce que tirer un maillot, même assez fort, n'entrave pas nécessairement, à moins de tirer tellement fort que tu vas le ralentir, les mouvements de l'adversaire, parce que tu es comme derrière un peu, c'est ce que je veux dire. Là. Ben, souvent, quand je vois des fautes de retenir, mettons, on va voir un chandail, on va voir l'épaule d'un joueur glisser vers l'arrière. Donc, tu vois que l'axe du corps du joueur tourne sur lui-même. Donc, ça, je pense qu'on peut considérer ça comme restreindre les mouvements d'un adversaire. Merci. Good. Bonne question. Donc, maintenant, on va se doter de quelques outils pour avoir à décider est-ce que l'action que je viens de voir est davantage imprudente, inconsidérée ou violente. Donc, première notion, c'est est-ce que les joueurs avaient l'occasion de jouer le ballon. Donc, évidemment, si le joueur a l'occasion de jouer le ballon, bien, ça va diminuer la gravité de la faute. Par contre, s'il n'y avait aucune possibilité pour le joueur de jouer correctement le ballon, là, ça va mettre un signal d'alarme dans notre esprit que ça augmente la gravité de cette faute-là. Avant, on avait un concept de un tac par en arrière, c'est automatique un rouge. C'est pas nécessairement vrai.
Par contre, un tac par derrière va contribuer dans notre évaluation de la faute à se dire, OK, ça, c'est un point qui vient augmenter la gravité de cette faute-là. Donc, il faut s'enlever de la tête que tac par derrière, c'est toujours un rouge. Par contre, dans notre melting pot de considération qu'on va regarder quand on va évaluer un geste, un tac par derrière va augmenter le danger que va subir un adversaire avec le geste de faute. Le point numéro 2, selon moi, est le deuxième en importance dans l'évaluation de la faute, donc c'est-à-dire la vitesse et l'élan. Donc, plus un joueur va commettre un geste répréhensible avec une vitesse élevée ou avec un élan élevé, plus ça va contribuer naturellement à la dangerosité de son geste. Donc, surtout un joueur qui va quitter le sol, qui va sauter pour attaquer le ballon ou un adversaire. Le joueur devient donc un projectile. On dit donc qu'il n'a plus aucun contact avec le sol. Il n'y a rien pour le ralentir à part les jambes de l'adversaire. Donc, évidemment, on veut éviter ça. Donc, à faire très attention, la vitesse, l'élan, probablement le deuxième critère le plus important à évaluer. Le premier critère, c'est avec quelle partie du corps le joueur qui commet la faute attaque son adversaire et au niveau, quelle est la partie du corps du joueur qui subit la faute, quelle partie du corps du joueur qui subit la faute est impactée par le geste. Donc, on va parler de parties dures du corps de l'assaillant, donc les crampons, un coude, un genou. Donc, tout ça, c'est de parties dures. Donc, ça va contribuer à augmenter dans notre évaluation de la faute la dangerosité de celle-ci. Et dès que ça va toucher des parties sensibles comme la cheville, le tibia, le genou, le visage d'un adversaire, ça aussi, ça va augmenter. Donc, crampon égale sonnette d'alarme. Donc, dès qu'on voit un crampon au niveau de la cheville, au niveau du tibia, donc la cheville est en haut, un geste qui est commis avec vitesse avec les crampons sera toujours un carton rouge. Par contre, si on a un tac qui est au niveau du pied de l'adversaire, un carton jaune sera suffisant parce qu'il y a moins de dommages que si on brise un genou, on brise un tibia, on brise une cheville. Quand je vous parlais de parties du corps impliquées, à gauche, on a Fellaini qui va attaquer, qui va faire contact avec son adversaire au niveau de son bras. Alors, tandis qu'en bas, on a Zlatan avec son coude. Donc, est-ce que ça va faire plus mal à l'adversaire si je l'attaque avec mon coude ou si je l'attaque avec mon triceps? Là, vous allez dire, Robin, tu as tellement des bons triceps, ça va faire mal dans les deux cas. Écoutez, je vous comprends, mais essentiellement, ça va quand même faire moins mal si je l'attaque avec mon bras déplié que si je l'attaque avec mon coude. Donc, pour un même geste à la tête, ce geste-là va comme, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais Fellaini en haut à gauche, ça va être moins dommageable qu'un coude en plein visage. Donc, même sur la même partie, un coude, c'est pire qu'un triceps. Ah oui, l'atmosphère du match. OK. Ça, je l'aime moins, cette notion-là. L'atmosphère du match ne devrait pas influencer la gravité d'une faute. Un geste, quand tu vas faire ton match, un geste à la minute 1 et à la minute 90, le même geste devrait être sanctionné de la même façon. Idéalement, pour une même catégorie, ton geste dans le match 1 de l'année et le même geste dans le match 20 de l'année devrait être sanctionné de la même façon. Dans un monde idéal, un geste de même nature, quand c'est Robin qui arbitre, devrait être sanctionné de la même manière que le même geste quand c'est Joe qui arbitre. Donc, on essaie de vous donner des trucs, des considérations à avoir quand vous évaluez un geste pour se rendre là. L'atmosphère du match va jouer sur la manière dont tu vas traiter les cartons, les sanctions. Est-ce que tu vas être plus autoritaire? Est-ce que tu vas être moins autoritaire? Est-ce que en U12, une charge de l'épaule
va être la même qui est appelée en U18, en senior? La réponse de ça, c'est non. On veut, dans un niveau donné, selon ce que on observe dans cette catégorie-là, une uniformité de ce qui est accepté par les joueurs et ce qu'il n'est pas. En fait, il faut aussi se baser sur les lois du jeu, mais je vous donne l'exemple de la charge parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus discrétionnaire au niveau du jeu. Donc, une charge en senior va être plus acceptée, dépendamment encore une fois de la catégorie, qu'une charge en U12 ou en U9. Donc, l'atmosphère du match, à ne pas considérer qu'on évalue la gravité de la faute, mais c'est juste dans la gestion de la faute qu'on va modifier notre approche. Est-ce qu'il y avait des questions, Joe? Non.